C'est comme de dire, on fait de l'art, mais c'est un art qui est tout d'un coup juste comme ça déposé. On n'essaie pas de montrer, on essaie de vivre quelque chose. Et, oui, et de faire vivre des choses avec les gens. Et donc, sans être dans la zone de médiation culturelle, mais d'être dans une zone d'expérience, d'échange. Et donc, je ne contrôle pas, comme par exemple au théâtre, une bulle dans laquelle je contrains le spectateur à regarder et à focusser uniquement sur ce que je suis en train de lui raconter. Comment on peut se raconter la Terre? Comment on peut se raconter l'expérience terrestre quand on partage un lieu entre branches, glaises, pansements de réparation, entre traces de la terre sur une toile ou soi-même couché sur la terre, peu importe, tous les éléments qu'on pourrait apporter comme trace possible d'une expérience partageable. Et de là, tout d'un coup, naît des images de notre partage de l'écologie. Nos émissions du Balado Conscience avec Daniel Dany, qui va se présenter dans un instant. Mais je veux juste te remercier, Daniel, d'avoir pris le temps d'avoir une conversation avec moi ce matin. Bienvenue. Oui, merci. On s'est connus, on se connaît pas bien parce qu'on vient de se connaître il y a peut-être 1 an et demi. Tu m'as invité à une table ronde à Québec sur la notion d'art durable. On va parler de ça, mais je vais t'inviter à te demander à te présenter, parler un peu de ton travail, qui tu es, d'où tu viens, puis après ça, on va se lancer dans la notion de la réalité. Oui, ça pourrait être même l'objet de la connaissance de soi-même vers les arts ou vers un autre chemin. L'être passe par toutes sortes de chemins, de routes pour apprendre à savoir qui il est, qu'est-ce qui manifeste sur Terre. Et donc, mon chemin pour arriver à l'art a passé par le biais d'expériences sensorielles intérieures qui, en faisant une introspection lors de mon travail d'écriture, parce que je suis auteur de théâtre par accident, m'a amené à découvrir les sources de mes sujets de travail en art. Donc, à partir de l'enfance, j'ai abouti par un crochet vers le monde, disons, du sacré, du spirituel ou même dans le monde du catholicisme, pour aboutir dans un voyage en Haïti qui m'a fait basculer complètement par rapport au sacré, en me disant qu'il n'était pas à l'intérieur des bâtiments ou des gens qui portaient la parole du sacré. Parce que j'ai entendu japper en Haïti des chiens. Et dans le noir, j'ai entendu comme une souffrance qui était peut-être un miroir avec la mienne et qui m'a fait cheminer vers les arts. Donc j'ai abouti dans le monde du théâtre. Parce que le corps avait besoin d'exprimer quelque chose qui avait aussi un lien avec la danse. Et donc, toutes ces expériences m'ont amené proche de Antonin Artaud, Grotowski, des noms qui ont marqué des voies de recherche en art, et non pas des voies de la culture, bien qu'ils ont été importants. Grotowski a été important dans l'histoire du théâtre et qui a eu ses pages de gloire dans le monde. Mais ça m'a amené donc à découvrir par le biais du corps, de mes sensations, de tout ça, l'aboutissement vers le théâtre. Le théâtre lui-même, dans ses structures, m'a amené aussi à l'écriture, parce que j'avais plus de travail au Saguenay-Lac-Saint-Jean à l'époque. Et donc, le plus petit théâtre que je pouvais faire, pouvait se contrôler, ou en tout cas s'expérimenter par le biais d'une page 8,5 par 11, qui était ma scène physique et ritualisante dans laquelle je pouvais plonger le corps et l'âme. L'âme ou l'esprit, là. Et donc, je me suis mis à écrire et ça a été le chemin majeur là, de mon expérience. J'ai été traduit, bon, etc. Donc, j'ai plongé énormément dans la langue, dans l'image. Et après, là-dedans, à un moment donné, on est dans le processus avec les gens,
on arrive à nommer ce qu'on fait comme travail. Puis là, ça nous a amené à réfléchir sur comment se crée l'art dans notre objet. Alors, pourquoi je ne fais pas plus ceci ou cela dans ma vie, mais c'est nommé là-dedans. Après, après une quinzaine d'années d'écriture là, et de voyagement, j'ai sorti de ma chambre d'écriture pour aller rencontrer les autres arts, pour changer, parce que j'avais l'impression que mon corps se paralysait autour de la table d'écriture. Et donc, j'ai collaboré ou j'ai invité les gens à collaborer dans des projets que j'ai mis en route là, avec des danseurs, des arts de la technologie, des non-acteurs. J'ai enseigné autant pour la marionnette que pour l'art technologique en accompagnant les gens au niveau de l'esprit, au niveau de comment on pense, comment on arrive à fabriquer de l'art et non pas juger l'art, mais comment l'art se manifeste en soi et comment on aboutit à des solutions ou des équivalences entre ce qu'on ressent intérieurement et qu'est-ce qu'on va faire apparaître, qu'est-ce qu'on va révéler de nos sentiments qui sont universels et qui manifestent un objet partageable qui s'appelle l'art. Donc, ça a été mon long chemin, c'est ça. On va arriver à comment tu es arrivé à l'art durable dans un instant, mais je pose la question suivante à tous mes invités, en français et en anglais, au niveau de la notion de la réalité. Dans mon cas, c'est la notion d'accepter la réalité et aussi la notion du deuil écologique. Comment tu vois ça, ces deux notions-là, toi? L'écrivain Sherry Mitchell. Nous devons être à l'écoute de notre capacité à voir au-delà de la réalité physique qui nous entoure et à nous éveiller au vaste monde invisible qui existe. Je dirais l'art est un vecteur par lequel j'ai inscrit la réalité. Pour moi, enfant, peut-être à cause des blessures, je me suis très vite situé dans un monde à la fois de l'imaginaire et du rêve. Et pour comprendre la réalité, il fallait que je passe par le rêve. C'est comme si j'avais des signes, des éléments qui m'apparaissaient, une sorte de compréhension de ce que j'avais vécu dans le passé ou l'avant-veille ou le jour d'avant pour saisir une forme de réalité. C'est là-dessus que je me suis longtemps battu. J'ai un enfant là, de 3 ans. Quand on lit sur l'apprentissage d'un enfant à devenir un être humain, il se heurte à la réalité, il se heurte aux règles, il se heurte aux contraintes. Donc, pour moi, le champ de la réalité est une part... ah oui, je voulais dire, si l'enfant passe par ce champ de contraintes du réel, il a besoin de transférer des parts émotionnelles dans quelque chose qui, Winnicott disait que c'était un toutou, un objet transitionnel qui lui permettait d'accepter ou de vivre avec le réel. Et donc, tout au long de ma recherche, dans le travail de l'art, ça a été de me dire, entre autres, qu'est-ce qu'était la part du réel en soi. Quand on vit continuellement dans une part fictionnelle ou dans le rêve, où pendant longtemps les rêves étaient aussi réels que le réel lui-même. Et même mes expériences les plus fortes, je crois, en tout cas une grande partie de mes grandes expériences a été au niveau du rêve, a été au niveau de mon contact et la rencontre avec on pourrait dire esprit ou image ou je ne sais trop quoi dans mes rêves. Et toute la transformation de l'être à l'intérieur des rêves. Où là, j'ai compris qu'il y avait une transformation dans mon corps. Non pas en termes, je dirais, c'est pas juste psychologique en fait, c'est vraiment, comment on dirait, tellurgique.
Et quand on lit, autant dans certains penseurs bouddhistes ou chez les chamans du Sud, ou les chamans du Nord, les chamanesses, tous les liens avec la nature, avec le lien avec la connaissance qu'on a perdu, du lien avec l'invisible. Et c'est pour ça qu'avec le chemin, euh, je me suis rendu compte que j'avais plus d'appointance avec les animistes que j'en avais, par exemple, avec le catholicisme, qui ont perdu, à travers les âges, le lien avec la nature. D'ailleurs, en massacrant toutes les sorcières, comme on nommait autrefois les sorcières, mais c'était des grandes connaissantes du monde, dans le monde du Moyen Âge, c'était les grandes médecines, les grands docteurs, c'était les femmes qui avaient une connaissance inouïe de la nature et des plantes, et on a complètement massacré un savoir ancestral. Et dans cette mesure-là, la part du deuil écologique vient me frapper dans sa résonance ou dans sa vibration intérieure liée à la Terre. Mais je suis pas venu je suis pas venu à l'art durable par ce chemin-là en me disant qu'il y avait un deuil écologique, mais c'est par l'idée de la trace. Donc, c'est tout le long, tout mon chemin, même dans l'écriture, est lié à cet ordre de la trace et qui marque du territoire. Et là, physiquement, réellement, c'est par exemple prendre des feuilles d'automne, les tapisser sur une feuille, les placer une par-dessus l'autre, les compresser pendant tout l'hiver, laisser pourrir les choses, par exemple, et voir qu'est-ce qu'on peut en faire quand on les a mis sous terre, qu'est-ce que la terre nous révèle. Ça, j'ai commencé ça dans les années 90, mais sans m'en rendre compte que j'étais à la recherche, non pas d'effets de l'art, mais comment l'art révèle quelque chose qui est au-delà de notre pensée culturelle. Et donc, laisser monter en soi. Donc, c'est des processus qui sont longs parce que, bon, j'aurais pu penser ça ou vivre ou comment nommer ces choses-là plus tôt dans ma vie, mais c'est le processus là, qui m'amène dans cette connaissance du remaillage de l'être, l'être rêvant, l'être imaginaire, l'être dans ses contraintes du réel avec la Terre, comment la Terre vient nous parler. Ben, c'est une belle réponse parce qu'il y a une continuité aussi avec la démarche artistique. Donc, quand tu m'as contacté, j'étais à l'époque au Conseil des Arts, j'étais heureux qu'un artiste, un peu comme moi, voulait aller plus en profondeur dans les problématiques écologiques parce que moi aussi, c'est pas nouveau, mais il y a comme un sentiment d'urgence. Il faut faire quelque chose, mais aussi de rassembler les gens autour de nous qui ont une pensée semblable. Donc, tu as fait un colloque, tu m'as invité. D'ailleurs, Bénédicte Ramad, je l'ai rencontrée lors de cet événement-là. J'ai fait une conversation avec elle récemment. Peut-être tu peux me parler de pourquoi tu as organisé la table ronde à Québec, parce que tu avais une intention. Je sais qu'il y a un lien avec l'organisme Coal en France. Mais parler de ça, parce que ça, c'est très concret. Les gens peuvent aller voir sur le site de Recto Verso un peu les intentions. Puis à partir de ça, on peut dialoguer un peu plus sur les enjeux autour de la notion d'art durable. En fait, je suis arrivé donc au chemin de l'art durable par mon expérience scénique où j'étais un peu
j'étais un peu en recherche de réponses par rapport au fait que l'art de la représentation était complexe et demandait du noir, être dans des salles de théâtre avec des gradins, j'avais aussi, même en art technologique, beaucoup de technologies installées, etc. J'ai en fait fait table rase de tout ça pour me dire si je recommence à zéro, qu'est-ce que j'ai besoin à partir de ma connaissance de l'écriture, un peu d'art visuel, un peu de présentiel dans ce qu'on peut nommer ça performance, mais en tout cas de présentiel scénique. Là, donc j'ai complètement évacué et fait des recherches qui m'a amené à vouloir faire de l'art pauvre, un peu comme l'arte povera, de me dire je veux travailler avec des matériaux qui sont récupérables. Parce que j'étais tanné de voir qu'on jette des trucs aux poubelles puis qui a coûté cher à l'État, à nous tous, et qu'on fait du gaspille. Là, je dis, mais comment on peut faire de l'art sans être dans le gaspille? Est-ce qu'on peut utiliser des éléments, etc. Donc, tout ça m'a amené directement à faire des recherches. Puis je suis tombé sur Coal, je suis tombé sur des organismes qui existaient à travers le monde. Puis je me suis dit, mon Dieu, il y a des gens qui sont directement plongés dans ces problématiques-là. Je suis en train de regarder tous les sites. Et là, je ramasse plein de documentation. Parce que aussi, l'autre sujet qui m'était très cher, c'était sur la question du thème de l'abandon, qui partait de ma propre chair, qui était sur le thème de l'abandon, parce que j'étais sensible à tous ceux qui se déplaçaient dans le monde aussi. Ils abandonnaient leur terre, ou ils étaient abandonnés par leur nation, ou qui étaient obligés de quitter parce que les eaux montaient chez eux. Tout ça, d'un coup, pourquoi ça m'interpellait? Ça venait chercher quelque chose de sensible en moi et je suis allé au-devant de cette connaissance-là. Donc, à la fois l'art durable, je voyais qu'il y avait des manifestations d'artistes qui avaient ces préoccupations de l'écologie et de l'autre côté, il y avait les déplacés de la Terre. Ma recherche a couplé les deux en me disant maintenant quels sont les matériaux, quel est le discours, quel est le champ de recherche que je dois établir. Et je suis jeune dans cette pratique-là, je commence en fait. Donc, puis je me suis tourné au Québec, j'ai cherché s'il y avait un organisme d'art durable, un peu comme Coal, etc. Là, je me suis dit, il faut qu'on fonde un organisme d'art durable au Québec. Donc, j'avais rencontré Anne-Catherine, j'ai appelé, tu m'as référé des gens aussi à l'UNESCO. J'ai téléphoné en France, j'ai fait des liens avec Loïc Fell que j'ai fait venir, organisé avec Recto Verso cette table ronde, parce que ça c'est important, il fallait que j'aie une assise parce que j'avais offert à Recto Verso, c'était presque une boutade de dire, écoutez, on fait table rase comme moi, on fait table rase de l'art technologique, l'art multidisciplinaire, puis on inscrit recto verso dans l'art durable. Parce que c'est la voie majeure, Et donc, il y a peut-être une préscience à ça, là. Qui sait? Qui sait? En tout cas, l'affaire est telle que c'est sûr que de faire un changement de 180 degrés à un organisme qui est implanté à Québec et pour qui j'ai été co-directeur pendant 5 ans, c'est difficile à faire, c'est compliqué parce qu'il faut arriver là, il faut pas pousser les gens, il faut pas forcer les gens à aller à l'art durable. C'est juste que si c'est sur le pas du cheval parce que ton art, ta réflexion t'a amené là. Il y a quelques années, quelqu'un m'aurait dit l'art durable, machin, oui, c'est intéressant, bye bye. Parce que ma tête, tout mon travail était porté vers d'autres champs de connaissances puis où tu te dépatouilles. Et un des endroits aussi où j'ai été, qui m'a mis en route sur l'art durable, c'est ma relation avec les arts-sciences, avec les ateliers arts-sciences à Grenoble. Et j'ai fait donc une association pendant 3 ans, j'ai été lié à eux et j'ai rencontré Aurélien Barrault, entre autres. Vous pourrez aller voir sur YouTube, là, il donne plein de conférences. C'est un scientifique, un astronome qui est absolument génialissime, un astrophysicien qui
nous amène sur des paramètres absolument incroyables. Et lui aussi s'est lancé sur l'art durable, sur l'urgence d'agir dans le monde. Il y a plein d'interviews là, qu'il fait à ce propos. Mais lui m'a apporté aussi toute la dimension du cosmos, complètement de comment s'inscrit la Terre dans le cosmos. Et là, d'un coup, tu pars dans des zones complètement allumantes qui te posent des questions sur qu'est-ce qu'on peut faire dans notre champ de contraintes dans lequel on est pour agir sur le monde et refaire des mondes. Et donc, j'ai interpellé, par le biais de ces différents types d'expériences, dont celle à Grenoble, à l'idée de faire des choses qui n'est pas manifestes. En fait, en théâtre, on est souvent porté à l'idée de faire ça fait de l'effet. Je ne sais pas comment dire, c'est à partir de nos émotions et tout ça, ça fait un effet sur nous. Et là, je suis en train de travailler sur quelque chose, puis pour les 20 prochaines années, je veux travailler sur quelque chose qui ne fait pas de l'effet. Et ça, c'est curieux, c'est comme de dire, on fait de l'art, mais c'est un art qui est tout d'un coup juste comme ça déposé, on n'essaie pas de montrer, on essaie de vivre quelque chose. Oui, et de faire vivre des choses avec les gens, et donc sans être dans la zone de médiation culturelle, mais d'être dans une zone d'expérience, d'échange. Et donc, je ne contrôle pas, comme par exemple au théâtre, une bulle dans laquelle je contrains le spectateur à regarder et à focusser uniquement sur ce que je suis en train de lui raconter. Comment on peut se raconter la Terre? Comment on peut se raconter l'expérience terrestre quand on partage un lieu entre branches, glaises, pansements de réparation, entre traces de la terre sur une toile ou soi-même couché sur la terre, peu importe, tous les éléments qu'on pourrait apporter comme traces possibles d'une expérience partageable. Et de là, tout d'un coup, naît des images de notre partage de l'écologie. Et non pas travailler l'écologie par le biais de chiffres, d'imagerie de ça, mais de trouver d'une façon, je dirais, oui, de ce voyage introspectif de soi, partagé avec d'autres, sur sur ce que je dirais peut-être une inquiétante présence de la Terre. C'est comme si on utilisait la Terre, mais si on était juste attentif à la Terre, on serait devant un rapport où tu dis, ce serait inquiétant pour nous au départ. Et après, comment on apprivoise notre rapport de notre corps avec la Terre. Et notre corps, quand je dis notre corps, c'est les 3 zones que j'ai parlé tout à l'heure. Hein. C'est la zone de l'imaginaire, de l'esprit, du sacré. Et je vais dire quelque chose de gros, là, mais les Autochtones, ils dialoguaient avec les esprits, leurs ancêtres. Nous, on a balayé nos ancêtres de la Terre. Notre génération, les générations un peu d'avant aussi, on a balayé cette notion de nos ancêtres qui ont foulé le sol depuis la préhistoire jusqu'à aujourd'hui. Il faut inscrire aussi cette part qu'on est de passage. On est de passage sur Terre. Et comment on peut aider à remailler des liens avec la Terre et d'être coopérant avec la Terre. Parce que dans cette champ de recherche-là où on a apporté, on a fait la discussion de l'art durable là, autour de la table, il y avait cette ontologie de l'objet orienté qui est la nouvelle philosophie américaine qui, mettons que je résume ça avec ce que je suis capable dans mon petit univers à moi, c'est l'idée que toute chose collabore avec nous pour fabriquer de l'art et que je ne suis pas l'artiste centre qui crée l'art. C'est-à-dire, la terre, la roche, la couleur, les pinceaux, toutes les choses qui sont venues ou qui viennent vers moi pour créer une œuvre ou créer un travail, un ouvrage, je préfère nommer ça un ouvrage, soit en collaboration avec les insectes, avec les fleurs, parce que là, je vais utiliser maintenant plutôt des pigments qui viennent du végétal dans mes travaux, parce que
C'est ça qui est la source la plus vivante. Le comédien Dominique Champagne. Sachant que je vais léguer à mes 3 fils un monde en pire état que celui dont j'ai hérité de mes parents, sachant que nous sommes les contemporains d'un monde où nos actions sont en train de compromettre l'avenir de la vie sur Terre, et sachant que la situation risque de s'aggraver, qu'est-ce que je fais de ma vie? Comment continuer à faire des spectacles et à faire tourner des ballons sur mon nez comme si de rien n'était? Comment vois-tu le rôle de l'art dans le futur et comment est-ce qu'on peut accélérer la transition écologique pour les artistes? Non, mais je pensais par exemple qu'il était urgent de fabriquer ou de monter une compagnie, pas une compagnie, mais un organisme en art durable pour donner des ponts, trouver, chercher du vocabulaire aussi, parce que cet art-là demande des paramètres qui bousculent certaines règles aussi de travail. Sur des protocoles. Et là, on est. Il y a des artistes qui le font, qui le font déjà très bien et qui sont. Raphaël de Groot, par exemple, elle fait une œuvre magnifique et en même temps profonde, engagée, et qui, elle, n'est pas sous la lunette d'art durable ou d'art écologique, mais elle le fait. Elle fait un travail qui est. Et donc, comment on pourrait donner, par le biais d'un organisme d'art durable, donner du vocabulaire à des plus jeunes, par exemple, pour façonner, travailler et transmettre de l'information, du sensible. Parce que on peut, par la volonté, par l'intellect, arriver à trouver des solutions trouver des solutions. Mais moi, mon engagement là pour la suite, bon, je n'ai pas continué de fonder cet organisme-là parce que j'avais pas les moyens de passer 2 ans à fabriquer tout cet organisme. Donc, c'était malheureux. Puis, bon, malheureux ou pas, de toute façon, c'était juste un premier germe, sûrement, je l'espère. Peut-être que Recto Verso deviendra, ou un autre organisme pourra chapeauter un organisme semblable. Mais pour moi, c'est par rapport à la vibration. C'est-à-dire, quand je dis de ne pas être dans l'effet, ou ce qu'on fait, c'est que ce qu'on manifeste comme objet ou comme extension de notre sensibilité, de nos émotions presque brutes, par rapport à comment un protocole qu'on pourrait établir en performance en utilisant des matériaux écologiques nobles qui viennent de la terre ou qui sont liés, oui, qui viennent de la terre, de la glaise, du bois, mais des choses récupérables aussi. Donc, comment dans cette manifestation-là, on n'est pas, on fait pas de l'art tout d'un coup tu dis ah waouh et c'est vendable, waouh c'est beau. Non, on n'est pas dans le beau, on est dans la vibration. Et cette vibrance, pour moi, même avec le partage avec le spectateur, c'est pas que l'effet se passe au moment où on le montre, où on manifeste quelque chose, c'est l'après. C'est les ondes, c'est dans les ondes de notre imaginaire qu'on a tout d'un coup envoyé comme une onde, un message. C'est comme, et que tout d'un coup, le spectateur, le visiteur, la personne qui vient, qui nous fréquente au moment où on le fait, laisse des traces intérieures, fait rêver à quelque chose. Je reviens sur ma propre pratique, pas pratique, mais lien avec l'existence terrestre. C'est tout d'un coup, on rêve à quelque chose, comme par exemple quelqu'un qui fait du jardinage pendant une journée. Le soir, quand il se couche, d'un coup, il y a quelque chose qui s'est passé, puis il se met à rêver à des choses qu'il n'avait pas rêvé depuis longtemps. Ou quelque chose de. Je sais pas, ça bouscule quelque chose. Ben, au moment où il plantait, plantait des choses dans le jardin, c'était fonctionnel, il faisait des gestes.
mais ces gestes-là, tout d'un coup, son cerveau, son esprit, tout d'un coup, fleurit quelque chose. Et pour moi, l'art fleurit pas au moment où ça se passe, c'est après. C'est les secousses de l'onde qui, pour moi, est plus important. C'est quand j'ai appris, encore par un scientifique, que les ossements, tous les ossements d'animaux préhistoriques, etc., donnent des vibrations, des signes qui sont encore vivants. Et ça m'a étonné parce que comme ma mère est morte il y a quelques années, je me suis dit, j'ai les cendres chez moi, est-ce que les os émettent encore des signes, des signaux? Bon, là après, ça peut être un peu ésotérique, là, mais j'ai vu ma mère s'envoler des ossements où elle était en rêve, elle est venue, elle est aussi réelle que le vrai réel de la vie. Donc, je me suis dit, ça c'est fascinant, puis j'ai commencé à... Bon, puis en fait, c'est juste parce que dans les ossements, il y a le copotassium qui se dégage, qui éclate à toutes les microsecondes, et c'est un phénomène normal. On l'a même aujourd'hui en se parlant. Il y a le copotassium se dégage pour devenir du calcium, mais avant. Donc, et c'est une des matières presque premières de la naissance de l'univers. Et donc, on est tous reliés dans nos ossements, même après la mort. On émet des signaux. Alors, je me suis dit, à un moment donné, je voulais, j'ai pas été financé pour ça, mais je voulais faire chanter les ossements des êtres. Et dans ce sens-là, par exemple, les Autochtones, je comprends qu'ils aient portent une si grande valeur aux ossements. Ils sont vivants. Donc, je veux dire, le monde matérialiste dans lequel nous avons vécu pendant tout le monde de la science, là, qu'on est dans un monde qui est totalement matérialiste, on va voir que tout à l'heure, on va passer dans un autre schème de pensée qui ne sera pas juste matérialiste. Oui, bien sûr, matérialiste, on a besoin de tout ça. Mais dans les ondes, et ça, pour moi, c'est le champ le plus opérationnel de l'être, c'est les ondes. Et pour moi, une manifestation de l'art doit émettre des ondes. Et ça ne voit pas, ça se ressent. Et donc, ça demande à l'être, ceux qui participent avec moi dans mes projets, ou moi-même dans l'espace que je vais manifester ces objets-là, c'est d'être dans une porosité de mon corps qui permettent qu'il y a des ondes qui se produisent. Et forcément, ces ondes-là, mélangées à la Terre, mélangées, et que tout ensemble, on est en coopération, c'est sûr que ça a un effet invisible qui est l'onde, et qui est l'onde du partage de même pas du savoir, c'est juste le partage de notre existence sur Terre et comment être des coopérants. L'écrivain Richard Wagamese. D'utiliser la respiration pour modeler l'air en des sons qui deviennent alors un langage qui soulève et transporte ceux qui l'entendent, qui les emmène au-delà de ce qu'ils pensent, connaissent et ressentent, et qui leur donne le pouvoir de penser, de ressentir et de mieux comprendre. Nous sommes vraiment des conteurs. C'est ce que nous faisons. C'est notre pouvoir. Mais tu parles pas d'une onde sonore nécessairement, là. Tu parles d'une vibration de vie, d'énergie qu'on ressent à différents niveaux, avec nos yeux, avec nos oreilles, avec notre peau, avec notre esprit. C'est des choses on n'en parle pas beaucoup parce qu'on pense qu'on est un peu ésotérique, comme tu dis, à parler de ces choses-là, mais c'est tout à fait concret. Il y a une science derrière ça. On le ressent tous. Moi, je pense que tu parles à n'importe qui, ils vont dire oui, je ressens plein de choses que j'arrive pas à décrire. Des fois, l'art nous aide à mieux sentir ces choses-là. Des fois, l'art est une distraction. Tu sais, quand tu parlais de jardinier tout à l'heure, dans un autre monde qui existera peut-être un jour, le jardinier serait un artiste aussi. Parce que le jardinier crée est en lien avec le processus de création qui est la nourriture, les plantes, et qui en fait qui est comme un partenaire là-dedans, parce que c'est pas l'humain qui pousse, c'est la terre qui pousse, c'est l'humain qui provoque ou qui manipule ou qui. On pourrait parler de ces choses-là longtemps, Daniel, parce que
Oui, ah mon Dieu, oui, j'allais finir sur Grotowski. Juste pour te donner un exemple, Grotowski, après avoir fait toutes ces expériences presque, oui, de l'ordre du sacré, après avoir réussi manifester son art absolument fondamental pour la connaissance du théâtre, a quitté la Pologne pour s'installer en Californie et faire de la recherche avec des non-acteurs dans des forêts. Et ça, pour conclure là-dessus, c'est absolument formidable que tout d'un coup, un artiste, après on a dit il faisait de la médiation culturelle, il faisait plus de l'art, etc. Mais lui, tout ce qu'il cherchait, c'était justement cette vibration de l'être avec les arbres, l'être avec le sol, avec le ciel. Et c'était en fait, il a traversé un chemin où, oui, qui m'inspire. Là, ce matin, je n'avais pas pensé à lui dans les autres temps, mais ce matin, je fais le lien avec ça. C'est l'artiste est un embrayeur poétique pour refaire des mondes. Écoute, on va terminer sur un sujet, on n'en a pas beaucoup parlé, mais la notion d'espoir revient souvent. En anglais, on dit hope, l'espoir, le désespoir aussi revient, mais tu es un jeune enfant, tu dois t'inquiéter de ce futur des prochaines générations. Comment tu vois la notion d'espoir et le lien avec l'art? Ben, là, moi, je suis plus partant sur la question de... Ben, c'est peut-être des réponses que j'ai aussi de la part de Peter Sloterdijk, le philosophe allemand, qui est très controversé, mais qui quand même apporte des éléments de réflexion sur la question de l'histoire, de l'art et comment on a embrayé, comment on est dans une chute perpétuelle en ce moment dû au fait qu'on est complètement isolé dans le présent. C'est-à-dire que le téléphone, l'immédiat, l'effet, tout de suite, on n'est pas dans un chemin où, par exemple, les ancêtres nous parlent. C'est le téléphone qui nous parle. C'est celui qui nous dirige, c'est celui par lequel on est aussi contrôlé, et qu'on pourrait être hyper suivi, contrôlé. C'est ce qu'on est en train d'essayer de mettre en route là, partout sur la Terre, sans être paranoïaque. Mais s'il y a une chose que que j'aimerais partager avec mon fils Élie, c'est bien cette notion de l'espoir et la notion aussi d'un certain savoir qui lui permettent aussi d'avoir son propre jugement et et sa capacité de recevoir l'ancêtre, recevoir le passage des autres êtres qui sont venus sur Terre et qu'on ne soit pas plongé uniquement dans un présent qui s'auto-dévore. Parce que le problème, c'est qu'on a, on le voit dans le monde entier, on est complètement dans une course perpétuelle de changement d'objets, on est dans une perte d'objets et on est en train de s'engloutir justement dans une surenchère de qui est le meilleur, qui communique, qui envoie des messages de son jeu personnel parce que on est tous identiques sur Terre en termes d'émotions, en termes de ce qu'on ressent, ce qu'on vit. Tout le passage sur Terre est à peu près similaire, même depuis le monde du néandertalien. Et dans cette mesure-là, il faut donner moins de prévalence ou en tout cas de moins d'importance au présent et donner plus de lien avec le passé et le futur, et que l'être n'est que de passage, mais dans l'espoir, parce que chaque moment de l'histoire, parce qu'il y a eu des moments dans l'histoire absolument catastrophiques, des guerres, mais sans commune mesure dans l'imaginaire destructif, mais toujours l'imaginaire remet en route de la vie. Et ça, Gilbert Durand, qui est un anthropologue de l'imaginaire, a écrit l'anthropologie de l'imaginaire, quelque chose d'assez formidable. Il disait, chaque fois que vous pensez que le peuple ne pense pas,
dites-vous qu'il rêve. Il rêve tout le temps. Et c'est un rêve collectif qui se fabrique au fur et à mesure, parce qu'il y a quelque chose qui se produit, on ne sait pas pourquoi, mais il y a des changements. Et là, en ce moment, on est exactement depuis l'an 90-2000, on est dans l'ère du changement avec la technologie. La technologie, comme dirait Sloterdijk, pas Heidegger, il disait, à propos, il avait sorti une des phrases majeures de cette chose du poète, le poète, c'est bien de me dire, Hölderlin, là où le péril croît, non, attends, là où il y a péril, croît ce qui sauve. Alors ça, c'est une phrase absolument majeure pour moi dans mon esprit. OK, l'Internet, la technologie, il y a un péril, mais il y a quelque chose qui sauve. C'est qu'en même temps, ça communique aussi des éléments d'information pour sauver la planète, pour sauver ou pour manifester, il y a là un problème, etc. Donc, toujours, l'être humain va trouver une façon d'imaginer le meilleur pour son être sur Terre. L'enseignant de Zen, David Loy. La solution bouddhiste à cette situation est de ne pas se débarrasser du soi, car il n'y a rien de tel à éliminer. Le sens du soi doit être déconstruit, oublié dans la méditation, et reconstruit en remplaçant les 3 poisons que sont la cupidité, la mauvaise volonté et l'illusion par la générosité, l'amour bienveillant et la sagesse qui reconnaît notre interdépendance. Mais quand je voulais parler du présent, je disais l'instantanéité du présent. Parce que être présent dans son corps, parce que par la méditation, de se dire qu'on est là présent et quand on est attentif et présent pour faire un objet, faire de l'art, écrire, vivre, être avec notre enfant, etc. Être présent dans notre corps, c'est extrêmement important. Là, c'est l'endroit où tout d'un coup ton être vibre. Mais quand tu es aux prises avec l'instantanéité, ce présent qui est auto-dévorant, là, d'un coup, tu as ta petite souris qui tourne dans ta tête et qui envoie des messages, envoie ci et là, tu n'es pas là, tu es ailleurs. Merci beaucoup, Claude. C'est très. J'adore. J'ai écouté quelques-uns de tes podcasts. Là, vraiment, ça, c'est des vraies actions qu'il faut qu'on pose. Ben, merci, Daniel. On se reparle. OK, bye bye.